Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 1, troisième partie de la saison 2024, le magazine de l'insolite et des mondes C'est invisibles. invisible. Mm. Et dans Voilà. l'invisible, il Ouais. y a De l'ufologie. de l'ufologie, évidemment. Mhm. On va donc retrouver Stéphane Royer, qui est notre envoyé spécial de l'ufologie, et pour cette actualité de 2024. Et puis, on conclura l'émission avec nos deux news insolites, Jérôme. Bah oui, hein, on va pas Hein, y on échapper. va pas y échapper. C'était le principe de Mimi. On va quand même vous présenter, Antoine et moi, des petites news insolites en rapport avec justement ce monde invisible. Voilà, pour conclure cette émission. Allez, Stéphane, c'est à toi. C'est à toi. Bonjour Stéphane. Salut Jérôme, salut Antoine, comment Salut allez-vous? Stéphane, très très bien, content de te voir. Et oui, après un grand trimestre d'absence, parce que maintenant, vous le savez, notre émission est devenue trimestrielle, eh bien Stéphane, on va faire du coup l'actualité ufologique de ce premier trimestre avec toi. Et visiblement, au sommaire, il y a un certain nombre de sujets. Je crois que t'en as retenu 4 sujets. Donc on va écoute, directement enchaîner sur le premier. C'est un amiral qui fait de la divulgation UFO. C'est ça. Alors en fait, si tu veux, il y a beaucoup de choses qui se sont passées là. Alors, depuis le début de l'année, mais surtout depuis le mois de mars, depuis début mars, ça bouge beaucoup là. Je sais pas si c'est le printemps, mais en tout cas, ça bouge beaucoup au niveau ufologique. Et donc, on a eu un nouveau lanceur d'alerte qui s'appelle Timothy Gallaudet, qui est un contre-amiral. Donc, on verra la photo à l'écran. Et donc, alors il faut ajouter que Timothy Gallaudet est un contre-amiral qui est retraité de l'US Navy, donc la marine américaine. Bon, ce qui lui donne évidemment un petit peu plus de liberté de parole aujourd'hui. Et donc, le contre-amiral Timothy Gallaudet a choisi de s'exprimer sur un sujet d'information issu de documents secrets que lui a pu consulter de son côté. Et en fait, ce que nous dit le contre-amiral Timothy Gallaudet, c'est qu'une intelligence non humaine se trouve en partie localisée dans les océans terrestres. Voilà. Alors, je vous cite ce qu'il nous dit. Donc, je suis totalement convaincu que nous faisons l'expérience d'une plus grande intelligence non humaine. Il y a une intelligence non humaine tout autour dans l'océan, surtout lorsque vous examinez les mammifères marins comme les baleines, mais ce n'est pas une intelligence non humaine plus intelligente. Ils possèdent des vaisseaux qui peuvent faire des choses que nous pouvons expliquer avec des lois de la physique qui ne semblent pas être celles que nous connaissons. Fin de citation. Voilà. Alors, on peut s'interroger, se demander d'où vient Timothy Gallaudet et comment il en est venu à penser ce qu'il pense aujourd'hui. En fait, il faut remonter à l'année 2015 où en fait Timothy Gallaudet va, alors qu'il est encore un contre-amiral, toujours engagé, il va visionner cette fameuse vidéo de GoFast. Pour ceux qui se souviennent, c'était effectivement un objet rond qui survolait effectivement l'eau. Et justement, il nous dit, j'ai vu la vidéo GoFast avant qu'elle ne fût diffusée. Je l'ai reçue sur un réseau secret et cela m'a juste convaincu que nous n'étions pas seuls. Voilà, donc ça, c'est ce qui a en quelque sorte un petit peu éveillé ce contre-amiral, enfin ancien contre-amiral, et l'a éveillé à la réalité effectivement des pans ou ovnis, hein, parce que les deux termes peuvent être utilisés. Voilà, donc du coup aujourd'hui, ce contre-amiral est convaincu qu'il y a un certain nombre de secrets sur ce sujet, un certain nombre de choses qui sont cachées, et comme d'autres lanceurs d'alerte récents, je pense notamment à David Grush, on en reparlera, voici ce que nous dit toujours Timothy Gallaudet. Je suis complètement convaincu parce que je connais les gens qui étaient dans les programmes gouvernementaux, les programmes parrainés qui supervisent à la fois les récupérations de crash et les analyses de données sur les ovnis. Donc je suis très confiant sur ces gens, les personnes anciennes du département de la Défense et du renseignement, et nous travaillons en tant qu'équipe derrière la scène pour faire avancer une révélation contrôlée sur des secrets liés aux ovnis, sous-entendu. Alors je vais répéter cette phrase. Nous travaillons en tant qu'équipe derrière la scène pour faire avancer une révélation contrôlée. Alors ça, c'est intéressant ce terme de révélation contrôlée, parce que en fait, lorsqu'il évoque ce terme, le mot contrôlé renvoie à des informations que le gouvernement ne veut pas divulguer, parce que s'il y a bien eu effectivement des crashs et donc un certain nombre de technologies récupérées lors de ces crashs,
ou d'informations, hein, tout simplement, eh bien, il s'agit évidemment d'informations stratégiques que, évidemment, les États-Unis ne veulent pas partager avec le reste du monde, surtout, je dirais, dans le contexte actuel, voilà, qui est un petit peu compliqué au niveau international. Et donc, ce que conclut Timothy Gallaudet, c'est que nous devrions communiquer au public juste la connaissance que nous sommes visités, ce qui est déjà le plus petit commun dénominateur, on dirait, chez les mathématiciens. C'est important parce qu'il y a tellement de sources de préoccupation pour la sécurité du public et la sécurité nationale. Fin de citation. Donc, ce que nous dit effectivement Timothy Gallaudet, c'est que nous sommes effectivement sous surveillance d'êtres qui, en tout cas, ont maille à partir avec les océans, avec les grandes étendues d'eau, effectivement. Et il a même été jusqu'à commettre tout récemment une monographie, un écrit pour le compte d'un think tank américain, qui est la Fondation SOL, SOL. Donc l'intitulé de cette monographie, c'est Beneath the Surface, we may learn more about UAP by looking in the ocean. Ce qui en bon français nous donnerait à peu près sous la surface. Nous devrions apprendre plus à propos des pans en regardant dans les océans. Voilà. Donc, alors ça n'a pas encore été, ça circule pas encore, j'en ignore la teneur, le contenu, mais en tout cas c'est sorti tout récemment. Donc, je pense qu'il y a certainement des choses qui vont encore sortir dans les jours qui viennent et peut-être dans les semaines qui viennent. Donc, surveillez effectivement ce que dit Timothy Gallaudet, qui aujourd'hui effectivement s'implique, est un autre lanceur d'alerte avec David Grosh. On a beaucoup parlé il y a quelques mois et surtout au mois de juin l'année dernière, lorsqu'il a commencé à se manifester. Donc voilà. Alors effectivement, il se passe beaucoup de choses au niveau des océans et je vais faire un lien Antoine, vers l'article qui doit paraître prochainement dans le prochain Génération Cité d'Or, où j'ai écrit un article sur justement les OANI dans les pays de l'Est. Et pour vous citer justement un extrait, les premières phrases, les océans recouvrent notre Terre et nous en connaissons moins sur les profondeurs marines que sur le sol de la Lune ou de Mars. Comme le dit Vladimir Ajaja, un des pionniers de l'ufologie russe, 50% des ovnis rencontrés sont en rapport avec les océans, 15% de plus avec les lacs. Les ovnis auraient tendance à s'immerger dans les eaux. Voilà, j'en terminerai là pour teaser cet article à venir. Oui, ben, la divulgation, bah, c'est vrai, on en parle depuis longtemps, longtemps. Là, ce qui est intéressant, c'est le terme de divulgation contrôlée qu'il emploie. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Donc en fait, pour lui, dans son esprit, le but, c'est pas de tout divulguer. L'idée, elle va être plutôt de divulguer un certain nombre d'informations, comme le fait justement, comme il le souligne, qu'il y a au moins une autre intelligence non humaine, intelligente, contrairement aux baleines ou aux dauphins dans les océans, certes intelligent, mais pas, on va dire, au niveau technologique, comme nous l'entendons nous. Donc effectivement, déjà, rien que le fait de mentionner qu'il y a une intelligence non humaine qui interagit avec nous de façon, on va dire, relativement pacifique, au sens large, parce qu'il y a des exceptions, on ne va pas entrer dans ce débat-là aujourd'hui, mais en tout cas, effectivement, une intelligence qui interagit beaucoup dans les océans. Alors, en tant que contre-amiral, c'est ce qu'il a pu observer lui le plus, évidemment, un sujet qu'il connaît bien. Et effectivement, il y a énormément de choses qui se passent dans les océans. On parle d'OANI, hein, d'objets aquatiques non identifiés, ou de OSNI, objets sous-marins non identifiés. Donc effectivement, on a énormément d'objets qui sont vus entrant dans l'eau, sortant de l'eau, que ce soit des océans, des mers, des rivières, des lacs, et ça depuis au moins, allez, on va dire les années 50-60, mais quand on remonte dans le temps, il y a aussi pas mal de choses sur lesquelles on pourrait creuser le sujet. Voilà. Oui, c'est vrai que c'était Egon Kregel qui m'avait partagé cette anecdote. C'était Christophe Colomb, hein, lorsqu'il avait Oui, tout à fait. abordé les côtes du Nouveau Monde, avait relaté dans son journal de bord justement qu'ils avaient vu un OANI, une lumière voilà, sous l'eau. Et ils avaient Tout pris à ça fait. comme une prédiction à l'époque, voilà, comme quoi ils allaient effectivement aborder un nouveau continent. Et Mais d'ailleurs, mon cher Jérôme, figure-toi que j'en parle de cette observation de Christophe Colomb dans un article de Génération Cité d'Or, celui qui est consacré aux ovnis, l'Atlantide et le triangle des Bermudes. Voilà, j'en parle. Mhm. Mhm. Mais c'est vrai que les OANI occupent une place très importante en ufologie.
hein. Et comme tu Exactement. le dis, ils sont très attirés par tous les plans d'eau. Et ce que souligne ce contre-amiral, c'est que, en fait, on parle beaucoup des ovnis qui sont vus dans les airs, parce qu'évidemment, notre élément naturel, c'est la Terre, et on regarde en général le ciel. On est plus rarement sur l'eau, ou en tout cas dans l'eau. Mais en tout cas, il y a énormément d'observations quand même, côtières. Et puis évidemment, les marins, que ce soit sur des porte-avions, des avions, des sous-marins, il y a énormément d'observations. Ah oui, ça serait une excellente cachette, hein. En plus, les océans recouvrent C'est ça, plus de 70% de notre globe. Et en plus, il y a des le tout failles dit. sous-marines extrêmement profondes de plusieurs kilomètres. Donc, où nous sommes encore incapables d'aller voir ce qui se passe dans ces fosses. Donc, ça serait une très bonne planque. Et exactement. Et là, tu mets bien l'accent sur le sujet, c'est-à-dire que effectivement, mets-toi dans la peau d'un extraterrestre, en tout cas une intelligence non humaine qui viendrait nous observer sans se faire voir. Bah, où aller? Tu peux te cacher dans des grottes sous terre. On parlera dans ce cas-là plutôt d'intraterrestres. Tu peux évidemment te cacher sous l'eau. Et là, comme tu l'indiques, hein, c'est 70% de notre Terre qui est cachée, qui échappe à notre vigilance. Et effectivement, les profondeurs sous-marines sont extrêmement importantes. Les océans, c'est des kilomètres et des kilomètres de profondeur. Et puis tu as des lacs aussi qui sont très profonds, notamment en Russie, il y en a, comme je l'indique dans mon article à paraître. Donc voilà, là aussi, il y a énormément de choses. Je ne vais pas déflorer le sujet, mais il y a énormément de choses, énormément de cachettes au sein des lacs, bien sûr. Si vous êtes intéressé par ce sujet des OANI, effectivement, vous pourrez trouver sur Internet de très nombreuses photographies de satellites où on devine des formes vraiment très étranges au fond de l'eau. Et d'ailleurs, je crois que c'était dans cet article auquel tu faisais référence tout à l'heure, où on avait repéré une forme aussi sur une zone où Jean-Pierre Petit avait été faire de la plongée sous-marine lorsqu'il était jeune plongeur. Et voilà, il y a vraiment des formes, à un moment donné, c'est pas naturel. Voilà. On sent que c'est pas naturel, on sent qu'il y a quelque chose. On peut citer ce que c'est, on peut parler de forme pyramidale. Exactement. Voilà. Tout D'où le à fait. renvoi de possibles anciennes civilisations submergées. Donc voilà, ça c'est un sujet, j'allais dire sans fond, tellement, tellement il est vaste. Il y en a un autre aussi, sujet très récurrent, d'ailleurs tu en as fait un livre, hein, c'est OVNI et nucléaire. Encore des nouveautés depuis ce début d'année. Voilà, alors effectivement, je connais un petit peu le sujet pour avoir commis un livre avec mon co-auteur, Guy Gomez. Donc effectivement, il faut savoir que le sujet OVNI et nucléaire est assez ancien, puisque déjà dès les années 40 et 50, la plupart des installations nucléaires, qui étaient essentiellement américaines au début, puis soviétiques par la suite, ont été survolées. Mais là, on parle surtout de la côte ouest américaine, hein, le Nouveau-Mexique notamment, où des sites, des installations de recherche étaient installés. Donc c'est là où en fait a été lancée la première bombe nucléaire au monde, hein, la fameuse Trinity. Bon, eh bien, que s'est-il passé? À cette période-là, on a observé des boules de feu vertes, hein, les green fireballs, et puis on a observé aussi des disques, des soucoupes, qui observaient tous ces sites qui étaient en quelque sorte placés là aussi sous surveillance. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui s'est effectivement développé, qui est inscrit dans le temps. Et puis, on a quelque chose de plus linéaire aussi, depuis fin les années 50, mais vraiment une accélération les années 60, avec des survols très fréquents de bases militaires. On pourrait citer aux États-Unis Malmstrom, on pourrait citer Bentwaters en Grande-Bretagne. Et puis, il y a aussi des centrales nucléaires civiles qui ont été survolées. Alors, par exemple, on pourrait tout à fait parler de la vague d'OVNI qui a eu lieu en octobre 2014 au-dessus des centrales nucléaires françaises. Et on en a beaucoup parlé, j'en ai parlé aussi. Donc voilà. Et puis ne parlons même pas des catastrophes nucléaires qu'on a connues. Je pense à Fukushima, mais surtout à Tchernobyl, où effectivement il y a eu des survols et même une action beaucoup plus intense, beaucoup plus concrète au-dessus de la centrale de Tchernobyl, puisque a priori il y a eu des survols, des observations qui ont été faites. Et on a même observé une diminution de la radioactivité présente à Tchernobyl, au-dessus du réacteur numéro 4, celui qui a explosé le 24 avril 1986 ou 26, j'ai un doute. Donc voilà, donc effectivement, le dossier, il est ancien, il continue, et
qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'effectivement, on a le journaliste américain George Knapp, qu'on connaît beaucoup dans le domaine ufologique, qui a d'ailleurs commis aussi un livre avec d'autres auteurs sur des zones telles que ce qui s'est passé au Brésil en 1977. Hein. On a eu donc justement des ovnis qui étaient un petit peu plus, comment dire, moins sympathiques. Voilà, bon, je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui, mais en tout cas, Georges Knapp a interviewé un certain nombre d'ouvriers qui travaillaient sur des sites militaires qui ont été concernés par des explosions d'ogives nucléaires. Bon, alors, la plupart vont se retrouver évidemment situés sur les zones de test du désert du Nevada ou au Nouveau-Mexique. Et donc, en rencontrant donc, les ouvriers, les techniciens qui travaillaient sur ces zones-là, il en a tiré la conclusion que les manifestations OVNI étaient très communes au-dessus des sites nucléaires. Ce n'est pas nouveau, évidemment, mais on revient aussi à la Navy, puisque la Navy a aussi observé et filmé un certain nombre de manifestations d'OVNI en lien avec les bâtiments qui sont propulsés par des moteurs à énergie nucléaire. Alors, il s'agit surtout de sous-marins, mais on a aussi donc, des porte-avions. Voilà, ou tout simplement des sous-marins, ils sont porteurs d'ogives nucléaires, parce qu'on a ça aussi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que on a observé beaucoup d'ovnis, justement, près de la côte de San Diego, hein, donc en Californie, donc l'ouest des États-Unis, donc au bord de l'eau, si on veut, enfin l'océan Pacifique. Donc c'est là on a observé notamment les go-fast, Gumbo, les autres objets un petit peu insolites qu'on a filmés, que la Navy a diffusés à partir des années 2010, enfin 2014, 2017, 2020. Il y a eu plusieurs publications. C'est intéressant. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, on a toujours ce lien au nucléaire. Et aussi, on a donc l'insistance quand même du Daily Mail, qui en a parlé, du Daily Star, pardon, qui en a parlé récemment dans un article. Et le lendemain, curieusement, on a eu l'Irish Star, qui appartient au même groupe d'ailleurs que le Daily Star, mais qui lui est du versant irlandais, qui a parlé du même sujet. Donc, on se demande s'il n'y a pas une insistance sur ce sujet. On parlait de divulgation tout à l'heure. Est-ce que effectivement, le Daily Star, l'Irish Star, etc., ne sont pas des journaux qui participent à cette divulgation de façon un petit peu fractionnée, à petite fois, voilà, pour habituer le public, à dose homéopathique, on va dire. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ces observations très fréquentes au-dessus de la zone de San Diego, ça nous fait penser au fait qu'il y a une île qui est juste à côté, en face de la côte de San Diego, qui s'appelle Catalina. Et Catalina, effectivement, c'est une île où il y a beaucoup d'observations d'ovnis. Et il se trouve que, pour revenir à Timothy Gallaudet, eh bien, lui aussi s'intéresse à cette île de Catalina et il souhaite justement revenir faire des études en sondant les fonds sous-marins parce qu'il pense qu'il y a une base potentielle à cet endroit-là. Alors, il n'est pas le seul. Il y a aussi un certain nombre de livres qui ont été écrits sur le sujet, dont un qui est sorti aux éditions Flying Disc France, donc en français, que je vous recommande. Je n'ai plus le titre en tête, pardon, mais je crois qu'il y a le mot Catalina dedans en tout cas. Voilà. Donc, nos suiveurs, nos followers curieux pourront rechercher le titre sur Internet ou en allant sur le site de Flying Disc France. Voilà. Moi, j'avais cette question. Enfin, les autorités ont en effet constaté et remarqué qu'il il y avait toujours le phénomène OVNI qui était lié au nucléaire. Est-ce que tu ne penses pas qu'il se serait amusé à faire des petits tests nucléaires, sciemment des tests nucléaires pour attirer les OVNI? Alors, c'est pas impossible. C'est pas impossible, effectivement, pour les filmer ou pour peut-être, je sais pas, tester des armes, tester peut-être avec des caméras infrarouges, électromagnétiques, etc. Ça s'est fait dans les années 50, hein, c'est le fameux projet Magnet. Mais bon, ça nous emmènerait trop loin. Donc, effectivement, il n'est pas impossible que ça se soit fait. Je vais nous replonger dans une histoire qui est bien française, qui est celle du survol des installations militaires du plateau comment il s'appelle? Le plateau qui était dans le sud de la France. Albion. Voilà, le plateau d'Albion, merci. J'avais un trou. Il y a eu des observations qui ont été faites, et à l'époque, un ufologue bien connu, qui est un certain Jimmy Dilleux, que l'on connaît bien en Génération Cité d'Or, eh bien, effectivement, il a mené des enquêtes. Il s'est aperçu, au bout d'un certain nombre de témoins qu'il a rencontrés, qu'il y avait des survols d'OVNI, et ces survols d'OVNI intervenaient en général entre 24 et 48 heures après l'ouverture d'un silo de missiles pour, en gros, une inspection, une mise à jour, etc.
Et donc, il a eu l'idée de créer voilà, une opération d'observation qu'il appelait Rapa Nui, voilà, qui veut dire en fait des yeux observent les étoiles, hein, c'est le nom de l'île de En Pâques. Hein. rapport au Moai. Voilà. Exactement. Voilà. Et en fait, il a évidemment envoyé un courrier au ministère de la Défense de l'époque pour qu'il puisse avoir son assentiment, parce qu'il ne pouvait pas entrer dans une base militaire ou observer et filmer, a fortiori, autour, sans avoir un avis, enfin un accord en tout cas. Voilà, sinon il aurait peut-être pu avoir quelques problèmes, lui et les ufologues qui travaillaient avec lui. Et donc, il y a eu un échange de courrier comme ça que Jimmy Dieu a fait paraître dans son ouvrage de 1986, donc Le monde étrange des contactés, qui est un très bon ouvrage d'ailleurs. Et donc, il fait part de cette observation, donc Rapa Nui. Et du coup, il y a eu tout un échange de courrier. A priori, cette opération n'a pas pu avoir lieu, en tout cas conjointement avec le ministère de la Défense. Par contre, il est fort probable que le ministère de la Défense ou des militaires ait pu la réaliser en secret. Pourquoi? Parce que en fait, il a eu vent justement d'observations d'OVNI et par les témoignages qu'il a reçus, curieusement, c'était 24 ou 48 heures après la venue d'officiels sur le plateau d'Albion. Donc, il en a déduit qu'il y aurait peut-être eu en France une observation d'OVNI avec peut-être des photos, des films. Voilà, alors c'est difficile à prouver, mais en tout cas, il est probable que ça a pu être réalisé. Alors, si ça s'est fait en France, il est fort probable qu'aux États-Unis, a fortiori, il y a eu plus de chances que ça soit réalisé également. Surtout si on est sur des sites désertiques. Hein. On a énormément de sites désertiques aux États-Unis, dans l'ouest, le sud-ouest américain, sur le Nouveau-Mexique, le Nevada, l'Utah, l'Arizona. On a quand même pas mal de zones désertiques où justement il y a des rumeurs aussi de bases secrètes, la fameuse zone 51, dont on nous rabat les oreilles. Voilà, tout ça, c'est à cet endroit-là, hein, tout simplement. C'est pas Michel Rousseau qui avait fait toute une partie de documentaire sur Albion dans son film 1947 ou La nouvelle réalité du monde moderne. Alors je sais plus si c'est dans celui-ci ou dans un autre. Alors je sais plus en lequel c'est, mais effectivement, il me semble qu'il en parle, oui, effectivement. Ouais, c'était très intéressant, vous pouvez le retrouver sur YouTube assez facilement. Et il avait fait un focus sur le plateau d'Albion, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas cette zone. Voilà. Et alors, il faut savoir que le plateau d'Albion a été quand même désaffecté hein, depuis maintenant la fin des années 90. Donc, il y a logiquement plus d'ogives nucléaires, plus rien. À la place, on a une station de surveillance hein, du style échelon. Et je crois la Légion étrangère aussi qui est implantée. Hein, ça n'a pas changé. C'est ça, ouais, tout à fait. 2024, finalement, ça commence effectivement fort en divulgation, parce que là, on a fait un petit tour d'horizon du côté des Américains, mais en Europe, ça bouge aussi. Du côté de Bruxelles, il y a une conférence au Parlement. Alors, effectivement, il n'y a pas qu'aux États-Unis où il se passe des choses quand même. Heureusement, ça commence enfin à bouger un petit peu, on va dire, à l'échelon européen, puisque le 20 mars dernier avait lieu donc un colloque, hein, une conférence organisée au niveau donc, du Parlement européen et organisée par un député européen, député portugais d'ailleurs, qui est Francisco Guerreiro. Bon. Francisco Guerreiro, effectivement, lui s'intéresse un petit peu au sujet et il a organisé cette réunion avec un certain nombre de personnalités qui étaient là. Je vais y revenir après. Alors, en fait, il y a eu tout d'abord une présentation au panel qui était présent pour bien rappeler ce qu'était le phénomène OVNI, en disant qu'il y avait eu 70 000 rapports de PAN ou OVNI en Europe. Donc c'est quand même conséquent, hein. C'est pas mal. Alors c'est sur toute l'Europe, hein, l'Europe de l'Union européenne, bien entendu, l'Europe politique, on va dire. Voilà, donc ils ont rappelé aussi l'historique des observations d'OVNI en Europe, dans chaque pays, les fameuses vagues d'observations, telles qu'on a connues par exemple en 1954 en France, mais aussi en Italie, au Royaume-Uni en 1967, mais aussi en Europe de l'Est, et ça, ils n'en parlaient pas, en Espagne en 68, en Italie en 73, en France en 1974, mais aussi sur une partie de l'Espagne, en Italie fin 78. Bon, voilà, on pourrait remonter un petit peu loin jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a quand même moins de vagues cet an dernier, mais en tout cas, il y en a eu en 89 et 90. Voilà. Plus loin, donc, il nous parle aussi d'une présentation des types d'observations. C'est-à-dire qu'il y a des cas généraux, on nous donnait des pourcentages, hein, c'est-à-dire que 76% des observations étaient des lumières nocturnes, 14% des observations étaient dues à des objets diurnes, hein, c'est-à-dire dans la journée,
10% étaient dus à des rencontres rapprochées. Voilà. Des observations, effectivement, de pans, d'ovnis vus de relativement près. Voilà. Ce qui faisait un total de 27 908 cas. Et il y avait à part donc des présentations de cas militaires, où là on nous parlait donc de rencontres rapprochées. Donc là on était à 9,9%. En gros, c'est quasiment similaire hein, aux rencontres rapprochées des cas généraux, hein, 10%. On a des effets physiques, 2,2%. Rappelons que les effets physiques, c'est des interactions avec l'environnement, du style coupure d'électricité, brûlure dans la terre, trou au sol, etc. On a des rapports de pilotes, donc à 1,2%. On a des traces au sol, 1,1%. Donc là, c'est spécifique à ça. On a des détections au radar, 0,1%, et des objets sous-marins, tiens, à 1,3%. Voilà, donc on y revient. Donc, plus loin dans cette conférence, l'accent a été mis sur les sociétés civiles qui collectent les données. Et évidemment, bah, en France, nous, on a déjà ce qu'il faut. Et il y a eu donc un focus, une présentation donc, du GEPAN qui a été faite. Voilà. Alors après, on en pense ce qu'on veut. Mais en tout cas, officiellement, l'organisme existe. Hein. Il a été aussi rappelé qu'il y a des questions qui avaient été posées aux parlementaires dans un certain nombre de pays européens sur les ovnis. Alors, je vais vous faire un petit peu jouer tous les deux. À votre avis, depuis 1950, combien de questions les parlementaires ont-ils posées à l'Assemblée nationale française consacrées aux ovnis? Bon, déjà, on sait qu'il y a eu sous Chirac le fameux rapport Cometa. Alors ça, ce n'était pas une question, c'est un rapport, donc c'est Oui, un différent. rapport, mais qui dit rapport dit question en amont, quoi. Oui, mais alors moi, pardon, je vais préciser ma question. Par question, j'entends des questions qui ont été posées au sein de l'enceinte de l'Assemblée nationale au ministère de la Défense de l'époque. Alors, déjà, je pense que s'il y en a eu, ça a été dégressif. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être eu beaucoup dans les années 50-60, et après le sujet est descendu. Mais bon, si tu nous poses la question comme ça, c'est que c'est une question piège. Non, pas forcément. Je veux juste savoir comment vous Moi, voyez. Moins de 10. Moins de 10. Moins 10, ok. Et toi, Jérôme? Moi, je dirais moins de 5. Ah, qui dit mieux? Qui dit mieux? Optimiste. Hein. 0. Allez-y dans le chat, profitez-en. Vous avez 5 secondes pour mettre votre chiffre. Bon, alors le gagnant, bah, c'est Jérôme, hein, puisque effectivement, le nombre de questions posées par les parlementaires en France, hein, au Parlement français, depuis 1950, c'est 3 questions. Voilà. Alors, je m'oppose, votre honneur. Oui, Nous sommes tous les deux des vainqueurs, parce que moins de 10, 3 est bien égal à moins de 10. certes. Ah bah oui, non, mais attends, si Ah bah, vous êtes de mauvaise foi, oui, forcément. Donc je t'écoute. Voilà, Juste allez, que Jacques Jérôme était Martin, on a tous les deux ouais. gagné, Antoine. Ouais, si vous voulez. Voilà, bon, t'es de mauvaise foi, Antoine, mais c'est pas grave. Donc, donc, effectivement, c'est bien 3 questions. Ça nous mène au même plan que la Belgique, parce qu'eux aussi ont posé 3 questions. Alors, l'Irlande et le Danemark, eux, c'était une question. L'Allemagne, 5 questions. Donc, déjà, ils sont un peu plus curieux. L'Espagne, 8 questions. L'Italie, 18 questions. Voilà. Il faut dire qu'il y a quand même eu beaucoup d'observations d'OVNI en Italie. Et le Royaume-Uni, je vous le donne en 1000. Combien, à votre avis? Allez, une. Une? Zéro. Allez, Une. 25. Non, une. Ah, 25. Bon, bah là, c'est Jérôme qui se rapproche, mais quand même très loin, puisque le nombre de questions posées par les parlementaires britanniques est au nombre de 110. Ah, Ah oui. Alors, vous voyez, il ah oui. semble que dans le monde anglo-saxon, quand même, on soit beaucoup plus curieux, on s'intéresse beaucoup plus au sujet, en tout cas dans le monde politique. Mais c'est peut-être aussi le reflet de la société civile britannique. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, parce que j'avoue, je ne connaissais pas du tout ces chiffres-là, donc je les ai découverts aussi comme D'accord. D'accord. Et donc, par rapport à ma remarque précédente, est-ce que tu sais sur quelle période, surtout, ces questions ont été posées? Est-ce que c'est des périodes, comme je le disais, plutôt dans les années 50-60 ou plutôt modernes? Non, c'est plutôt ça, parce qu'effectivement, tu as Jimmy Dilleux qui en parle déjà dans, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième de ses livres, Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde ou Blackout sur les soucoupes volantes, puis bah, tous les ufologues aussi postérieurs. Des questions ont été posées effectivement les années 50, alors je ne sais plus si c'est 52, 53 ou 54. C'est peut-être 54, en profitant aussi de la fameuse vague hein, qu'on a connue en France à l'automne. Mhm. Donc voilà, je n'ai plus la date exacte en tête, mais je vous la redonnerai éventuellement. Mais en tout cas, c'est plutôt au début des années 50, effectivement. Voilà. Donc, il est Ok. possible que tout ait été posé au début des années 50 et qu'il n'y en ait plus du tout par la suite. Hein.
J'essaierai de creuser un peu ce sujet-là, mais c'est fort probable. Voilà. Donc en fait, Francisco Guerreiro, donc le député portugais, a souligné aussi le fait qu'il n'y avait pas eu, au niveau du Parlement européen, jusqu'à maintenant en tout cas, des questions posées voilà, à la Commission européenne. Voilà. Alors, plus loin, il y a eu effectivement aussi d'autres invités, par exemple Béatrice Villarroel, qui est une scientifique de l'Institut nordique de physique théorique donc de Stockholm, hein, en Suède, et qui a parlé du rapport entre la science et les pans, hein, les ovnis. Voilà. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils recherchent à avoir des données et des instruments pour capturer, pour mesurer ces objets. Voilà. Il y a aussi un directeur de recherche de la NASA qui a été chargé donc des pans et des ovnis, qui a été nommé. Un coup de chapeau, là aussi, a été donné à l'association 3AF Sigma 2 en France, qui est présidée par Luc Dini, sur le recueil des informations qui a été fait. Voilà. Et puis aussi, parmi les questions évoquées, voilà, la possibilité de prendre des captures d'écran du ciel avant l'ère Spoutnik. Pourquoi? Parce que, bah, effectivement, avant l'ère Spoutnik, si on détecte des objets qui sont artificiels, logiquement, on n'est pas sur des satellites. Donc, il ne peut pas y avoir de confusion possible. Et ça, effectivement, c'est intéressant. Voilà. Alors, il a été mentionné aussi une European Crash Retrieval Initiative, c'est-à-dire une initiative de récupération donc des crashs à l'échelon européen, qui serait menée par un groupe de scientifiques pour établir une cartographie de sites de crash sur le sol européen. Voilà. Alors, on n'a pas eu beaucoup d'informations sur ce sujet-là. Il y a un site internet qui est ecr-initiative.org que vous pouvez aller consulter pour en savoir un petit peu plus et voir effectivement, bah, je dirais, l'évolution de ce sujet et voir comment ça va se mettre en place. Voilà. Donc, en fait, si on continue sur effectivement ce qui se passe au niveau du Parlement européen, on a eu d'autres invités qui étaient là aussi. Par exemple, on a eu Christian von Heist, qui est un pilote hollandais civil, qui lui a vu un ovni, donc on a parlé un tout petit peu. Il était d'ailleurs présent au forum, enfin au salon Eco-Event qu'on a eu à l'automne 2023 à Paris à la Sorbonne. On a eu une autre intervention qui est celle de Ryan Graves, qui est donc un pilote américain, un ancien pilote de l'Air Force, hein, voilà, qui lui aussi a observé un ovni. Et aujourd'hui, Ryan Graves se bat pour que les pilotes américains, qu'ils soient civils, qu'ils soient militaires, puissent témoigner de leurs observations sans rencontrer de problème de la part de leur hiérarchie. Parce que pour certains, le fait de témoigner, ça peut bah, aussi occasionner une perte d'emploi, voilà, ou tout simplement le fait d'être placardisé quelque part. Voilà. Donc, Francisco Guerrero conclut cette espèce de panel sur le fait qu'il y a quelque chose de réel derrière les pans, hein, les ovnis, voilà. Et bah, ce panel va se terminer par une séance de questions diverses, voilà. Et donc, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on peut soutenir le mouvement pour soutenir la proposition de Francisco Guerrero. Alors, quelle est cette proposition? Eh bien, c'est bah, soutenir un projet de résolution individuelle, donc celle de Francisco Guerrero, visant à mettre à jour le règlement donc UE numéro 376 pardon, /2014, hein, désolé c'est un peu technique, qui est relatif à la sécurité de l'aviation civile afin d'y inclure le signalement et l'analyse des pans. Voilà. Donc si vous voulez effectivement que les pilotes puissent bah, tout simplement témoigner de leurs observations, eh bien allez soutenir justement cette résolution. Voilà, c'est sur le site de l'Union européenne, vous allez trouver ça. Hein, par un moteur de recherche ou autre, c'est faisable. Voilà effectivement sur cette initiative au niveau du Parlement européen que j'ai trouvé bah, effectivement intéressante. Je ne sais pas si ce sera suivi vraiment d'effets solides derrière, mais ceci pour montrer que ça bouge un peu aussi de ce côté de l'Atlantique et pas uniquement du côté américain ou on va dire dans le monde anglo-saxon. Voilà. Et donc, puisqu'on parle du monde anglo-saxon. Alors, je suppose qu'on doit retrouver un certain nombre de crashs, entre autres en Angleterre. Tout à l'heure, tu citais Génération Cité d'Or. Hein, bien dans le premier, Elisabeth de Cadigny avait fait un article sur la forêt de Cannock Chase où il y avait eu un crash. Et donc, finalement, c'est pas étonnant que les parlementaires anglais, il y a eu plus de 110 questions parce qu'ils en ont eu plusieurs. Et il y en a un d'ailleurs de ces crashs qui est en train de remonter à la surface en ce moment. C'est ça. Alors, c'est intéressant parce que tu as le Daily Mail qui en a parlé dans sa livraison du 19 mars de cette année, où il a publié un article sur bah, un autre lanceur d'alerte. Décidément, en ce moment, ça pullule. Ça doit être le printemps, tu vois, ça sort comme des champignons, comme des fleurs. Donc, en fait, on a un lanceur d'alerte qui est un certain Frank Milburn,
qui lui est un ancien parachutiste des forces spéciales britanniques. Et que nous dit Frank Milburn? Eh bien, tout simplement que la Grande-Bretagne aurait récupéré un ovni qui se serait écrasé sur leur territoire, et pour être plus précis, sur la partie nord du territoire. Il n'en dit pas plus dans l'article, pour l'instant, j'en sais pas plus non plus. Voilà, donc Frank Milburn, lui, est quelqu'un qui a travaillé d'abord dans le renseignement donc pour son pays, jusqu'à la fin des années 90, et ensuite il s'est engagé en Irak en tant que contractuel. Voilà. Donc on a des photos que vous verrez à l'écran. Donc aujourd'hui, Frank Milburn est analyste au sein d'un think tank, d'un cabinet de réflexion quelque part, au sein d'une université israélienne, le Centre d'études stratégiques Begin Sadat. Voilà. Et là, c'est au sein de ce think tank qu'il aura écrit plusieurs articles sur l'approche des Américains sur les ovnis. Voilà. Et à un moment donné, il a commencé à en parler officiellement. Et donc, comment Frank Milburn a eu cette information? Comment est-ce qu'il est entré au courant de tout cela? Eh bien, il le raconte dans cet article en disant qu'il est entré, il a obtenu l'information par le biais d'un de ses amis, qu'il va se surnommer John pour protéger son anonymat. Donc cet ami, ce John, qui travaillait dans une unité secrète, travaille toujours dans cette unité secrète, connue sous le nom de E-Squadron, donc les squadrons E. Donc spécialisé, lui, dans tout ce qui est opérations paramilitaires, clandestines et secrètes. Bon. Leur mission était de récupérer un ovni qui aurait été abattu par la Royal Air Force après l'observation de 2 ovnis en forme de disque. Alors, voici ce que nous dit Frank Milburn. Donc c'est John, il a dit qu'ils avaient pour mission de sécuriser et de récupérer l'engin dans le nord de l'Angleterre, a expliqué Frank Milburn, avant de rajouter, ils ont été transportés par hélicoptère. Ils ont établi un cordon de sécurité, un périmètre, et ils se sont rapprochés de l'engin. Il n'a pas décrit l'engin, il a juste dit qu'il était évident qu'il n'était pas humain et qu'il y avait des occupants, ou peu importe comment vous les appelez, qui avaient fui les lieux à pied. Il a dit qu'ils avaient pour tâche de retrouver les occupants pour essayer de les mettre en détention. Alors, selon son ami, le cordon de sécurité aurait été établi autour de l'OVNI, avec un cordon de 6 à 8 hommes, avant que l'OVNI soit évacué. En tout cas, ce qui restait d'un objet qui s'est craché, qui s'est écrasé. Voilà. Et d'autres soldats, pendant ce temps, seraient partis à la poursuite des survivants éventuels, donc du crash, à pied, en quad et en 4x4. Voilà. Par contre, Milburn ne sait pas si des êtres d'origine non humaine ont été appréhendés. Il n'a pas eu vent, il n'a pas cette information-là, il n'a pas ce retour. Voilà. Et donc ensuite, bien évidemment, des scientifiques, des techniciens sont arrivés sur le site du crash. Les militaires, on leur a dit bien gentiment de repartir, donc ils ont été emmenés ensuite en hélicoptère. Et bien entendu, les scientifiques ont récupéré les restes pour en faire des analyses. Et bien entendu, pour l'instant, on n'a pas d'information qui est sortie sur ces analyses. Ils sont très certainement restées secrètes là aussi. Voilà. Alors, Milburn aurait décidé de témoigner pour soutenir David Grush, donc autre lanceur d'alerte qui est sorti l'année dernière. Donc, ça pullule en ce moment. Voilà. Donc, David Grush, effectivement, pour soutenir cet autre vétéran qui lui aussi est impliqué dans les révélations d'observation et de récupération d'ovnis. Voilà. Alors, Grush nous dit lui aussi que les États-Unis ont récupéré des ovnis et du matériel biologique d'origine non humaine. Là, ce que nous dit Milburn, on ne sait pas pour l'instant si du matériel biologique d'origine non humaine, c'est en gros des restes d'êtres venant d'ailleurs, aura été récupéré. Voilà. En tout cas, du côté américain, a priori, ça semblerait le cas, et ce n'est pas le seul témoignage qu'on a depuis les années 50 sur le sujet. Voilà. Et ensuite, le Daily Mail a posé la question au ministère de la Défense britannique pour leur demander ce qu'ils savaient sur cette affaire-là. Bon, évidemment, le ministère de la Défense a répondu qu'ils n'ont aucune connaissance d'aucune opération de récupération de matériel d'origine inexpliquée, bien entendu. Alors, il faut savoir que Frank Milburn a aussi reçu les témoignages de 2 pilotes et leurs 2 navigateurs, selon lesquels ils auraient vu des ovnis en forme de disque et que leur hiérarchie leur aurait demandé d'intercepter. Voilà. Ensuite, il va citer 2 majors de l'US Air Force, Milton Torres et George Filer III. Tous les 2 ont affirmé avoir pris part à des interceptions d'ovnis dans l'espace aérien britannique en 1957 pour le premier, donc Milton Torres, et 1962 pour le deuxième, donc George Filer III. Alors, pour tous ceux qui suivent le dossier OVNI, ce George Filer n'est pas inconnu,
Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a diffusé des informations sur le sujet OVNI depuis déjà un certain nombre d'années. C'est les fameux Filer's Files, pour ceux qui connaissent le sujet. Voilà. Donc, c'est pas un perdreau de l'année, c'est un ancien militaire qui a diffusé des informations sur le sujet OVNI qu'on peut trouver en ligne en cherchant, hein, Filer's Files. Voilà. Et qui sont d'ailleurs des informations intéressantes pour la plupart. Pour terminer sur ce sujet, Milburn confirme les allégations de David Grush, sur lesquelles le gouvernement américain aurait mené des opérations de récupération d'OVNI qui auraient été organisées par un comité secret. Alors le nom, c'est The Office of Global Access, on pourrait traduire par le bureau d'accès ou d'entrée mondial, hein, global. Voilà. Et au mois d'août 2023, David Grush a avoué à la station BBC Radio 4, hein, la radio 4 de la BBC, que le programme de secret sur les ovnis s'étendait des pays, de l'ensemble des pays qui faisaient partie des Five Eyes Nations, c'est-à-dire donc, les nations des 5 œils, qui sont donc des nations anglo-saxonnes, qui comprennent donc les États-Unis d'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et le Royaume-Uni. Donc, effectivement, le Royaume-Uni participe à l'échange d'informations avec les États-Unis, mais aussi les autres pays, hein, des Five Eyes, sur tout ce qui a trait à la récupération d'objets, voire peut-être de restes humains. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'intérêt et l'importance que moi j'ai trouvé à cet article du Daily Mail. Et comme vous le voyez, tout ce que je vous ai cité là, ça date quasiment du mois de mars. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'accélération depuis début mars sur tous ces sujets-là. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça m'évoque très clairement une accélération vers une divulgation potentielle. Ou peut-être une manipulation. Bon, on pourrait peut-être poser une quatrième question au gouvernement, enfin à l'Assemblée. Le Parlement européen, tu veux dire? Le Parlement, oui, ouais, c'est ça. Alors, je ne suis pas sûr que le Parlement européen ait les réponses à ces questions, parce que de toute façon, tout ce qui se passe d'intéressant est plutôt au niveau des Five Eyes Nations. Mhm. Cela dit, je pense aussi que la France a récupéré un certain nombre de choses par le passé. Maintenant, où est-ce que tout cela aboutit? Mystère et boule de gomme. Oui, on pourrait être une Six Eyes Nation, hein? Non? Pourquoi pas? Je ne pense pas que nous fassions partie de ce club très fermé. Voilà. Bon. Non, mais effectivement, c'est intéressant, mais bon, clairement, on s'emballe pas. Chaque année, on a toujours l'impression qu'il y a des nouvelles révélations, et puis ça, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'ils entretiennent ça? Ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'il y a quand même derrière une volonté d'entretenir cette hype sur une potentielle révélation? Et surtout, qui ça peut Mais- servir? Tu vois? Voilà. Est-ce que ça ne sert pas les dessins de quelques-uns? Alors, on sait qu'aux États-Unis, on est en année de campagne électorale. Qui pourrait profiter de ça? Question. Alors, sachant que Et puis, s'il y a révélation, c'est évidemment avec autorisation du gouvernement actuel, donc Joe Biden. Mm. Bon, après, on sait que tous les démocrates, depuis déjà un certain nombre d'années, hein, songez à Obama, songez au Clinton, les deux, tous ont effectivement parlé d'OVNI, de révélations pendant leur campagne électorale, parce que c'est un argument électoral, et évidemment, on veut attirer le chaland, on veut attirer le votant qui s'intéresse au sujet. Voilà. À ma connaissance, pour l'instant, je ne crois pas que Trump en ait parlé, sauf erreur de ma part. Ben, il me semble justement qu'il voulait faire des divulgations, Trump, là-dessus, qu'il voulait se lever le secret. Mais là aussi, je peux me tromper. Hein, Il y a Affaire à aussi suivre. cette histoire que JFK voulait aussi faire d'importantes Oui. divulgations et ça aurait été une des raisons de sa suppression, quoi. Mhm. Oui, tout à fait. Alors, il y a un certain nombre d'ufologues américains qui militent sur cette thèse-là. Voilà. Moi, pour l'instant, j'ai pas d'informations, j'en ai pas vu d'informations très sérieuses là-dessus, à creuser. Voilà. Bon, en tout cas, tes révélations à toi sont toujours très intéressantes. J'espère que voilà, vous avez pris du plaisir à écouter Stéphane parce que bien, il est notre œil scrutateur, ça se dit ça. En tout cas, tu es celui qui surveille toute l'actualité mondiale de l'ufologie, l'œil de Moscou. Exactement. Et puis, il s'en passe aussi de l'ufologie à Moscou. Il y a encore en URSS, il y en a aussi en Russie, pardon, il y en a aussi beaucoup. D'où la série d'articles dans Génération Cité d'Or que j'avais fait sur les mystères de l'Est et qui court encore dans le prochain numéro. Le fameux l'histoire de la valise que Medvedev avait expliqué.
entre autres, alors quelle est la crédibilité de cette histoire-là? On peut se poser la question. Parce que Medvedev dit qu'il plaisantait, d'autres non. Enfin, voilà, c'est difficile tant qu'on ne comprend pas le russe de comprendre ce qui s'est vraiment dit. Voilà. En tout cas, merci Stéphane, merci pour ta participation encore une fois. On va te garder, allez, encore une petite poignée de minutes, au moins pour le premier sujet de news que je vais aborder. Je sais que tu dois nous quitter et on finira l'émission avec Jérôme. Mais ce sujet-là devrait t'intéresser. Alors, c'est un sujet un peu, on va dire, vintage. Si je vous dis réalisme fantastique, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Je vais te parler de Planète, je vais te parler des deux écrivains derrière Le Matin des Magiciens, effectivement, donc Bergier et Powell, qui sont aussi les fondateurs de Planète, enfin Bergier en tout cas. Pardon, non, c'est Powell. Mince, il a écrit ma chronique. Tu me spoil ma chronique, c'est exactement ça. Voilà, je voulais parler de Planète. Entre autres, hein, là c'est le numéro 41 de Planète, un numéro de 1968. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas cette revue, comme l'a dit Stéphane, Jacques Bergier et Louis Powell sont les auteurs d'un livre vraiment incontournable. Il faut vraiment que vous l'ayez lu au moins une fois dans votre vie. C'est Le Matin des Magiciens, où on va parler de tous les sujets finalement qui vous intéressent si vous êtes sur cette chaîne. Et ils ont créé, je crois que c'est en 1961, donc cette revue qui fait à peu près 150 pages, qui a un format un petit peu particulier, vous voyez, on est sur un carré. Et elle a duré une dizaine d'années, de 1961 à 1971. Puis elle a été reprise quelques années plus tard sous le titre La Nouvelle Planète. Mais je voulais m'arrêter sur ce numéro-ci, Stéphane, parce que comme je savais que tu étais là, je l'ai refeuilleté il y a pas très longtemps. Et donc ce numéro de 1968, exactement juillet-août 1968, au début du magazine, il y a un auteur qui fait un peu comme le faisait Charles Fort, la revue de tous les faits insolites mondiaux. Donc, je rappelle, hein, pour les jeunes, il n'y avait pas Internet, la télévision, c'était encore en noir et blanc. Et des livres. Exactement. Et il y avait notre ami Jimmy Liguilleux. Donc, c'est Georges Langeland. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est connu, j'ai pas eu le temps de chercher. Il est un petit peu connu, oui, son nom me parle. Ouais, qui a fait donc toute une série d'articles. Et celui-ci, je voulais te le lire, Stéphane, parce que je pense qu'il va t'intéresser. Et donc, je vais vous le partager. Donc, je vous rappelle, hein, c'est 1968, donc un an avant, on a marché sur la Lune. Ouais. Il commence son article comme ça, le titre « La Lune aurait-elle déjà été visitée ?» Au moment, maintenant relativement proche, où des hommes probablement américains, peut-être soviétiques, vont fouler le sol de la Lune pour la première fois, entre parenthèses officiellement tout au moins, il est peut-être bon de faire un peu le point au sujet des faits étranges relevés concernant notre satellite, des faits tels que, vus avec un peu de recul, on peut se demander aussi si la Lune n'a pas déjà plusieurs fois servi de base avancée par ceux d'autre part qui semblent nous étudier un peu comme un bon Fabre étudierait des fourmis. Alors la référence Fabre, ça doit être un scientifique, ethnologue, je ne sais pas, mais donc déjà c'est intéressant, c'est un an avant l'alunissage, américain, soviétique, et oui c'était la course à l'échalote, ce qui a sûrement motivé les studios Disney à accélérer leur montage. Je continue. Les astronomes ont commencé à s'intéresser très vivement à la Lune en 1869. 2 ans auparavant, le cratère Linné, d'une douzaine de kilomètres de diamètre, soigneusement relevé par de nombreux observateurs, dont Flammarion lui-même, et qui se trouvait dans la mer des Sérénités, avait complètement disparu. Donc un cratère qui avait été détecté à la lunette, qui disparaît mystérieusement. Puis des lumières étranges ayant été signalées dans la mer des Crises, la Société astronomique royale de Grande-Bretagne consacra 3 années successives à l'étude de cette partie de la Lune.
plus de 2000 observations dûment consignées révèlent la présence de lumière variant d'intensité et disposée en figures géométriques. Croix, cercle, triangle, et brusquement, tout disparaît. C'est fou, quoi. En 1915, plusieurs observatoires signalent des murs droits et aussi courbes qui surgissent dans plusieurs cirques lunaires. Puis de nouveau, rien à signaler. Nouvelles activités qui ont été celles-là grandissantes voici une quinzaine d'années. Donc une quinzaine d'années, c'est dans les années 50-55 à peu près. Cela a commencé en 1950, lorsqu'un astronome britannique connu et respecté pour ses travaux scientifiques et sa carte géographique de la Lune, connu des astronomes du monde entier et qui ne fut détrôné que par les photographies obtenues ces dernières années. Donc cet astronome vit une nouvelle, je tourne ma page, lumière sur la Lune. Le 30 mars 1950, le docteur H.P. Wilkins vit et décrivit un objet lumineux qui semblait survoler le sol lunaire dans la région du cirque d'Aristarque, un objet ovale et lumineux. 7 semaines plus tard, un astronome américain, le docteur James Bartlett, décrivit le même objet sensiblement au même endroit. Le plus étrange devait commencer en 1953, le soir du 29 juillet, lorsque le rédacteur scientifique du New York Herald, John O'Neill, John O'Neill, ça te rappelle pas? Il y a peut-être eu un Stargate. Il s'appelait pas John? C'était Jack. C'était Jack? Ouais. Mais il y a peut-être eu un clin d'œil. Donc John O'Neill s'installa dans son petit observatoire personnel pour passer une soirée en compagnie de son ami la Lune. Comme toujours, il commença par un grossissement de 90 pour une exploration générale avant de se fixer sur une quelconque partie de l'orbe lunaire. O'Neill n'en crut pas ses yeux. Il les frotta énergiquement et remit son œil à son appareil. Sans aucun doute possible, il voyait sur le fond désertique de la mer des Crises l'ombre d'un immense pont. Un pont qui devait mesurer, tenez-vous bien, 18 km de long. Changeant ses oculaires, O'Neill mit son plus gros grossissement de 250. Et la gigantesque structure apparut alors nettement à ses yeux. Il n'y avait là rien de naturel, mais bel et bien une étonnante construction réalisée en peu de temps, puisqu'il avait observé cette partie de la Lune en détail seulement 5 semaines auparavant. Bien que connu pour ses articles sur l'astronomie et sur la Lune en particulier, O'Neill savait le danger qu'il courait, lui, simple amateur, à annoncer ainsi une telle découverte. Il en fit cependant un rapport détaillé qu'il soumit à l'Association des observateurs planétaires et lunaires, prenant grand soin de parler d'un objet naturel et non d'un pont. C'est méfié. J'ai dit, je vais me faire tacler, forcément. Comme il s'y attendait, il fut aussitôt attaqué par toute la horde des savants. Il eut pourtant la surprise de voir l'un des plus grands, le docteur H.P. Wilkins, venir à son secours et lui annoncer le plus calmement du monde, un mois à peine après son observation, qu'il avait lui aussi parfaitement vu la même structure. Puis, ce fut le tour du professeur Patrick Moore. Oui, ça y est, la porte est ouverte, ils y vont tous du coup. Qui lui aussi avait pu observer par 2 fois et pendant plusieurs heures le pont découvert par O'Neill. Ils ne se trompent pas, ils ne confondent pas une structure naturelle avec une structure fabriquée. Parlant au micro de la BBC, le docteur Wilkins affirma un peu plus tard, c'est bien un pont, il mesure un peu moins de 20 miles, à une hauteur d'environ 5000 pieds, environ 1500 mètres, donc une belle hauteur, au-dessus du sol de la mer des Crises, avec une largeur atteignant environ 2 miles. Il me semble artificiel, c'est-à-dire qu'il pourrait s'agir de ce que nous appelons sur Terre un ouvrage d'art. Le 6 mai 1950. Un aqueduc ? Oui, ça fait penser à ça. Tout à fait. Le 6 mai 1954, moins d'un an plus tard, le professeur Fraser Thompson de l'université américaine de Tulane annonçait la découverte d'une brèche toute nouvelle dans la ceinture du cirque Piccolomini. Et de cette brèche partait une longue bande étroite et rectiligne, large cependant de plus de 1000 pieds, environ 300 mètres, qui faisait penser à une super autoroute ou à une piste d'envol. D'autres astronomes confirmèrent ces observations. Au mois de mars 1955, le docteur Wilkins annonça qu'il venait de repérer toujours sur la région de la mer des Crises une longue tranchée rectiligne large et profonde aux parois verticales et dont le fond semblait parfaitement plat. Alors, est-ce que je continue? Parce qu'en fait, ça va être une énumération comme ça de faits.
d'astronomes. Ouais. Alors peut-être qu'il n'y a pas besoin d'entrer dans tous les détails, parce que ce Voilà. que tu dis, c'est évidemment connu à un certain nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on sait depuis la fin des années 60 qu'il y a eu des observations insolites sur la Lune. Tu as un livre comme ça qui a été écrit en anglais, qui était Il n'était pas seul sur la Lune. Alors ça, je crois Oui, que c'est le titre français. comment il s'appelle? C'était Ouais, parce que de. l'auteur m'échappe aussi. C'est Euh, Ah, j'ai un trou. ça va nous revenir. Je vais au bout de la Mais langue aussi. effectivement, c'est un ouvrage qui est sorti, qui est très connu. Il n'était pas seul sur la Lune. Et justement, on a des photos dans ce livre-là qui ont été prises par des télescopes, justement, qui montrent bien des dômes, des ponts, etc. Alors, je n'ai plus le détail des photos en tête, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'artefacts, donc artificiels évidemment, de choses qui sont apparues et qui ont disparu. Et encore une fois, dont les astronomes témoignaient, tu vois. Donc ça, c'est Léonard. intéressant. Pardon? Léonard. Il y a Léonard Euh, dans le. Georges Léonard, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, on l'a retrouvé. Mm. Et le livre a été traduit en français. Il n'est pas seulement en anglais. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, allez chercher du côté Mais des occasions. il est très Voilà. difficilement trouvable, apparemment, ce livre. C'est possible. Bon, moi je l'ai, mais effectivement, il doit être difficilement trouvable aujourd'hui. Ok, donc évidemment, ce que dit Georges Léonard, c'est que il a investigué du côté des astronomes et effectivement, il a mis un certain nombre de photos qui démontrent que avant même que l'homme ne pose le pied sur la Lune, il y avait effectivement des artefacts, il y avait des observations de choses insolites, y compris de ce qu'on pourrait appeler ovni ou pan. Et depuis même que l'homme a posé le pied sur la Lune, ou les pieds, voilà, donc il est même très probable qu'on n'y soit pas retourné, c'est les thèses de certains ufologues, parce qu'il y aurait eu des messages, on nous aurait découragé de revenir sur la Lune, nous implanter. Voilà. Mhm. Bon, Mhm. à vérifier, mais en tout cas, c'est une thèse qui circule dans les milieux ufologiques. Voilà. Donc, Et c'est pas nouveau, effectivement. moi, ça me renvoie aussi à ce livre Pénétration Oui, d'Ingo Swann, ouais. d'Hugo Swann, qui avait été recruté par des services secrets américains. Il faisait des projections astrales. C'est Et ça. il lui avait Enfin, demandé plus d'aller exactement, voir. alors, Ouais, enfin, c'était projection des astrale ou remote viewer, enfin, tu as les remote deux. viewing, ouais, c'est ça, du remote viewing. Les Et Américains utilisaient des médiums qui faisaient les deux, et effectivement, on s'est aperçu que ceux qui étaient les plus doués dans le remote viewing avaient déjà eu des sorties hors du corps. Voilà. mhm. Et il lui avait demandé d'aller voir à certaines coordonnées Tout à fait. géolocalisées sur la Lune. Et dans son livre Pénétration, il explique ce qu'il voit et ça fait un peu froid dans le dos. Ouais, Mm. ouais, tout à fait. Ah bah c'est le film, c'est Moonfall, c'est ça, qui est passé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Alors, Ah, Moonfall, excellent, effectivement, excellent. là, on parle d'une lune artificielle, enfin, Oui. voilà, sans Oui. spoiler le Mm. film. Exactement. Et Ingo Swann, c'est bien ce qu'il décrit de Alors, il mémoire. décrit des choses qui sont à la surface de la Lune, de mémoire, parce que je l'ai parlé depuis quelques années. De mémoire, il nous parle de ce qui est à la surface de la Lune, pas ce qu'il y a sous la Lune, enfin sous la surface de la Lune. Mais il me semble qu'il dit qu'elle est creuse. Hein. Il y avait aussi cette histoire où, lorsque pendant les missions, alors je ne sais plus quelle mission Apollo, ils avaient installé pas mal d'équipements sur le sol lunaire avant de repartir, dont des sismographes. Ouais, Et lorsqu'ils ils sont repartis, il y a le lanceur qui est venu se scratcher sur la Lune. Et apparemment, les tout à fait. sismographes ont réagi pendant de très longues minutes, comme si la Lune était creuse comme une cloche, quoi. C'est ça, c'est un phénomène d'écho qui a D'écho. été d'ailleurs mesuré une autre fois parce que on a aussi pu mesurer justement en voyant quelque chose chuter sur la Lune ultérieurement qu'il y avait bien un creux, enfin un phénomène d'écho là aussi, ça vibrait. Donc ça ne le fait pas avec quelque chose qui est plein, c'est pas possible. Il faut savoir qu'il n'y a que sur Terre où Soit on il y a peut des avoir des cavités très éclipses. grandes sous la Lune, On peut avoir pardon. des éclipses. Il n'y a que sur Terre qu'on peut avoir des éclipses parfaites, puisque Oui. la Lune, par rapport à sa dimension et à son placement, voilà, c'est assez spécial, quoi. Alors ça, c'est un autre mystère, effectivement. On sait depuis un certain nombre d'années qu'il est quand même curieux que la Lune ait les dimensions exactes du Soleil à une certaine distance pour provoquer une éclipse. C'est ça. Voilà, enfin, si ça a été capturé par hasard, entre guillemets, dans l'espace, combien de chances, combien de statistiques avions-nous pour que ce soit un orbe parfait qui cache le Soleil lors d'une éclipse? Enfin, voilà, c'est assez curieux, effectivement. Ce serait bien de voir les statistiques. Il y aurait tant de choses à dire sur la Lune. C'est ça.
Et donc on voit que finalement, encore une fois, à l'Ouest, rien de nouveau. On en parle tout ça depuis les années 50, les années 60. Mais dans ces années-là, ils en parlaient quand même beaucoup plus librement, hein, parce que aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les astronomes se risqueraient à dire oh, on a vu une petite structure qui est un peu bizarre. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, les messages passent à travers Hollywood, mais plus par les scientifiques, quoi. Il y a quelques vidéos qui traînent sur le net où on voit des choses assez filmées justement par des astronomes amateurs. Où on voit des choses assez. Alors, des amateurs. Mais là, dans la revue, c'était vraiment quand même des astronomes patentés. Oui, tout à fait. Mais Alors, des c'est vrai risques qu'il y a une chape de forts. plomb aujourd'hui, tu as une censure sur tous ces sujets-là, mais paradoxalement aussi, Internet permet d'échanger de l'information sur un grand nombre de sites, etc. Mais alors, pour combien de temps encore, là est la question, mais en tout cas, effectivement, on a encore cet espace de liberté aujourd'hui quand il n'est pas censuré, quand on ne retire pas certaines informations, parce que ça se fait de plus en plus. Donc voilà, mais jusqu'à quand? Exactement. Alors, il apparaît aussi des choses un peu bizarres sur Terre. Là, on en a entendu parler il n'y a pas très longtemps. Un nouveau monolithe. On voulait l'évoquer vite fait parce qu'il y en a eu 4-5 depuis 2020, je crois, des monolithes. La plupart sont faux. Il y a eu plus que C'est ça, ça, même. il y a eu plus d'une vingtaine de monolithes, hein. J'ai un ami qui s'est amusé à recenser tout ça, France, si tu nous écoutes. Et effectivement, je te dis, il y en avait plus d'une vingtaine. Et dans différents pays, c'était pas qu'aux États-Unis. C'est Donc ça, ça, c'est curieux. Il est Roumanie. très probable, voilà, que ce soit, alors, pas une campagne publicitaire parce qu'au bout d'un moment, on l'aurait su, euh, mais peut-être, voilà, une œuvre artistique ou des mouvements lancés, peut-être pour masquer quelque chose qui était authentique à un moment donné. Songez aux crop circles, enfin aux agroglyphes en bon français, où effectivement, on a aujourd'hui des gens qui font ce qu'on appelle le land art, hein, c'est-à-dire de l'art sur la terre, dans les cultures, pour masquer le fait qu'il y a aussi de vrais agroglyphes dont on n'explique pas l'origine. C'est exactement ça. Le premier monolithe serait apparu. Alors, c'était où? J'avais noté dans l'Utah. Voilà. Celui-ci avait pas été. Personne ne sait qui l'a posé là. Il a été détruit d'ailleurs par des extrémistes. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'autres Ça aurait été monolithes qui volé sont, aussi. Enfin, ouais, mais qui ont été fabriqués par des artistes. Et les artistes ont d'ailleurs mis les vidéos en montrant le montage des monolithes, etc. Et comme tu le dis, ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt ou la forêt qui cache l'arbre, ça dépend dans quel sens on veut le mettre. Est-ce que le premier finalement n'est pas réellement mystérieux et les autres en a inspiré pour, euh, pour faire de la création, mais le premier, voilà. Et le dernier est apparu le début mars, 12 mars, au Pays de Galles. Pour le moment, personne n'a revendiqué sa création. d'accord. Et il avait quelle forme le dernier? C'est un monolithe? Parce C'est que un monolithe. on en a certains qui avaient une forme effectivement de monolithe, hein, et puis d'autres qui Triangulaire. avaient une forme de triangle. Exactement. Voilà, c'est pour ça que je précise. Mm, Et ce qui est intéressant, c'est que tu parles de monolithe et on parlait de la Lune juste avant. Mais quand on associe les deux, bah, ça nous renvoie à un 2001. fameux film que vous connaissez, Eh bah, oui. c'est évidemment 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, à savoir que tout cela a été mis, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est la traduction en film de la nouvelle de Arthur C. Clarke qui s'appelle The Sentinel, enfin La Sentinelle. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la nouvelle d'origine, c'est pas un monolithe qui a la forme de ce monolithe, en fait, c'est un objet de forme triangulaire, donc pyramidal plutôt. Voilà. D'accord. On pourrait en parler pendant des heures et des heures hein, de tous ces sujets. Mais voilà, on va s'arrêter là parce que tu dois nous quitter, Stéphane. Mais pas pour longtemps, tu reviens dans un trimestre. Ah, ben avec plaisir, j'attends ça avec impatience. Oui, et puis avec plein de nouvelles informations. Peut-être la révélation pour de vrai. Là, on verra où sera le monde dans 3 mois. Alors Ça, ça, c'est une autre histoire. Dieu seul le sait. Et puis nous, on va continuer avec Jérôme sur un sujet, Jérôme, qui est... Ah bah qu'est-ce que c'est justement, ton sujet, moi? on essaye de prédire ce qui va se passer dans 3 mois. Bon bah, je sais qu'on nous l'a reproché, on parlait trop d'IA lors de nos anciennes saisons de Mimi.
Bah, moi, voilà, j'ai trouvé un petit article par rapport à une IA qui a été élaborée par des chercheurs danois qui pourraient prédire la mort des individus. D'accord. Eh bien, on en parle tout de suite. Stéphane, à très bientôt. À très bientôt. Merci Ciao. Stéphane, à très Ciao, ciao. bientôt. Ciao, ciao. Bon, eh bien, Jérôme, on va revenir de la Lune pour cette fois-ci sur Terre, une nouvelle IA. Il y avait longtemps qu'on n'avait effectivement pas parlé d'IA, qui peut prédire l'heure de notre mort. Alors, c'est quoi cette histoire encore? La calculette de la mort, ils l'ont appelé. Ah, tu te rappelles ce film, Antoine, Time Out, avec Justin Timberlake? Ouais, il avait, t'avais le nombre de minutes, voilà, qui se décomptait sur le bras, et en fonction, si tu travaillais, tu créditais, tu payais plus avec de l'argent, tu payais avec du temps. C'est ça, du temps de vie. Mm. Eh ben, on va peut-être y arriver, un de ces quatre, hein, avec cette fichue IA. Donc, je suis tombé sur cet article, c'est sur Géo hein, qui a partagé ça. Alors, c'est tiré d'un article qui est paru dans la revue Nature Computational Science. Excusez-moi, je bafouille. Donc, en fait, voilà, c'est des scientifiques danois hein, qui ont travaillé à partir d'une IA. Et pour savoir si on pouvait prédire le jour. Alors, il parle de l'heure de la mort, je pense que c'est un petit peu capillotracté, mais on va peut-être dire le jour de la mort. Tu aimerais savoir le jour où tu vas mourir, Antoine? Bah écoute, oui, ne serait-ce que l'année, ce serait pas mal. Bah, ça permettrait de pouvoir prévoir pas mal de choses. Exactement. Hein. Donc, alors en fait, ils ont mis au point un nouveau système d'intelligence artificielle de type ChatGPT, hein, on en a déjà longuement parlé, formé à partir des récits de vie de plus d'1 million de personnes et qui permet de prédire avec une grande précision la vie des individus, mais aussi leur risque de mort prématurée. Donc, le modèle d'intelligence artificielle a été formé à partir des données de la population danoise et s'est avéré capable de prédire les risques de décès avec plus de précision que n'importe quel autre système existant, ont déclaré les chercheurs de l'Université technique du Danemark, de l'Université de Copenhague et l'Université de Northeastern, à l'origine de l'étude. Donc, 3 universités qui ont travaillé sur l'étude, ils se sont bien penchés sur l'histoire, quoi. Donc, d'après Interesting Engineering, ces derniers ont analysé les données personnelles et professionnelles de 6 millions de Danois recueillies entre 2008 et 2020, donc sur 12 années, y compris des informations sur l'éducation, le mode de vie, la santé des individus, mais aussi les revenus, la profession, l'adresse et les horaires de travail. Toi, ils ont vraiment pris plein de paramètres. Et les scientifiques ont ensuite converti l'ensemble des données en mots afin d'entraîner un grand modèle linguistique baptisé Life2Vec, similaire à la technologie derrière les applications d'IA telles que ChatGPT, justement. Et donc, après avoir engrangé toutes ces informations, le modèle d'IA a spécifiquement analysé les données d'un groupe de personnes âgées de 35 à 65 ans et dont la moitié est décédée entre 2016 et 2020. Donc, tu vois, à partir des données qu'ils ont récoltées depuis 2008, l'IA a pu, par rapport à un nombre de personnes de cette tranche d'âge qui sont décédées bel et bien entre 2016 et 2020, les chercheurs lui ont alors demandé de prédire, parmi ceux qui restaient, hein, les survivants, l'heure de leur décès. Et puis, bah, apparemment, l'IA a donné des heures assez précises. Enfin, il parle d'heures, moi je pense que c'est peut-être plus de jours de décès. Donc, par exemple, les personnes qui occupant des postes de direction ou disposant de revenus élevés ont plus de chances de vivre longtemps, hein, bien sûr, parce que voilà, tu travailles moins, tu as plus accès à la santé en fonction de tes revenus. Et en revanche, le fait d'être un homme, par exemple, parce qu'on sait que les hommes vivent moins longtemps que les femmes, d'avoir des compétences dans un domaine particulier, enfin un certain travail qui peut être éprouvant, par exemple, ou d'être atteint d'une maladie mentale, est associé à un risque plus élevé de décès prématuré. Donc, il peut être néanmoins effrayant et angoissant de connaître l'heure et les circonstances de sa mort. Les scientifiques ont donc naturellement soulevé des questions d'éthique et de respect de la vie privée à propos de cette étude. Et ils se sont bien abstenus de rentrer les noms des personnes qu'ils connaissaient par rapport aux prédictions de ce nouveau programme d'IA, quoi. Voilà. Donc ça va très très loin l'IA hein, quand même. Maintenant, une IA va être capable de vous dire
allez, même si on ne parle pas d'heures, même de jours, une année, comme tu dis, une année de décès, quoi. Voilà. Donc, bah, écoute, moi, j'ai trouvé cette étude effrayante, mais en même temps intéressante, parce que après, ça pose toujours une question d'éthique, hein, mais des problèmes d'éthique, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de connaître, grosso modo, l'année de notre mort. Voilà, ça pourrait. Parce que parfois, En soi, on reporte certains projets, on dit, allez, je ferai ça à la retraite, puis si on dit, mais en fait, non, dans 5 ans, tu vas mourir. Bon, bah là, moi, ces projets, je les fais maintenant, quoi. Parce que, voilà. En soi, c'est pas déconnant. C'est-à-dire que la prédiction de ta mort naturelle est tout à fait possible. Là où l'IA peut rien prédire du tout, c'est la mort accidentelle, c'est-à-dire accident de la vie, accident de voiture, accident de travail, etc. Mais effectivement, vous savez que si vous fumez, vous augmentez vos risques de mourir prématurément de 50%. Si vous picolez, même chose. Si vous êtes une femme, vous prenez la pilule, que vous picolez, que vous fumez, alors là, c'est c'est le cocktail mortel. Donc, effectivement, si une IA prend en compte tous ces paramètres, la ville où vous vivez, ça se trouve, vous êtes sur une zone qui est plus ou moins polluée, donc qui peut augmenter les risques de cancer, etc. Et tout mis bout à bout. Si les gens s'étaient fait vacciner ou non dans leur recueil d'informations, ça pourrait être intéressant aussi. Exactement, mais sûrement, quoi. Dans tous les cas, effectivement, on peut prendre à peu près tous les paramètres, même le travail, la sédentarité, le niveau de stress, parce qu'effectivement, tu parlais tout à l'heure des dirigeants dans les sociétés, ils sont moins s'usés par la vie, mais ils augmentent en termes de stress. Exactement, ils n'ont pas forcément un travail physique qui pourrait réduire leur espérance de vie, mais comme tu dis, il y a ce stress permanent qui, lui, rentre en compte énormément dans le problème de cardiaque, par exemple. Mais en soi, dans une logique de santé publique, ce serait vraiment pas déconnant de faire passer un check-up comme ça par une IA à n'importe quel citoyen tous les 10 ans, de façon à permettre de prévenir, tu vois, en termes de prévention, de prévenir. Voilà, c'est ce qui pourrait être très intéressant avec ce type de recherche. Voilà, comme tu dis, ça pourrait prévenir, dire attention, si vous continuez sur cette voie-là, dans 10 ans. Le 13 avril 2033, c'est fini, quoi. 2032, c'est terminé pour vous. Voilà. Donc voilà, tu pourrais aussi reprendre ta vie en main et puis changer de mauvaises habitudes, etc., quoi. Mais est-ce que la société a un réel intérêt, finalement, à voir sa population bien vieillir? Ah, ça, c'est une autre question. Une question hautement philosophique, mais parce que qui dit une population qui vieillit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette pyramide des âges, mais finalement une espèce de tunnel. Ce qui va créer un problème économique, et oui, par rapport à la gestion des retraites, etc. Exactement, Antoine. Et puis faire baisser aussi toute une industrie du soin, parce que forcément, si tu préviens de toutes les maladies. Ouais, mais en même temps, tu vois, on parle d'économie. Je pense que des retraités en bonne santé, avec une retraite convenable, peuvent faire marcher l'économie aussi. Tu vois, l'économie du tourisme, l'économie... Ça marche parce que c'est pyramidal. Oui, mais ça marche parce que c'est pyramidal, c'est-à-dire parce qu'il y a une base importante qui, en tout cas en France, paye les allocations des retraités. Oui, mais si les retraités, eux, consomment et font fonctionner la société, tu vois, c'est un revers de... Tout à fait. Bon, de toute manière, si tout le monde était en bonne santé, clairement, il y aurait des dépenses qui seraient faites plus intelligemment, et ça améliorerait sûrement notre société. Bah, écoute, au prochain ministre de la Santé, lui suggérer ça, nous faire
un check-up IA. Comment elle s'appelle déjà Ils ont surnommé ça la calculette de la mort. Voilà, allez, un petit coup de calculette tous les 10 ans pour voir jusqu'où ça va nous mener. Ouais, c'est clair que voilà, il y aurait des projets du coup ça nous boosterait là sur certains projets. Je suis sûr que oui, si on pouvait prédire voilà, une date supposée de notre départ de ce monde, bah, voilà, on pourrait voilà, prendre certains projets qui nous tiennent à cœur, les faire plus rapidement que prévu, quoi. De dire, allez, voilà, je rêve Exactement. d'aller dans ce pays-là, ah bah allez, je pose. Eh bien, fais-le. Après, entre nous, on n'est pas obligé de savoir l'heure de notre mort pour le faire, hein. Non. Prenez votre vie en main. Oui, non, mais comme je le disais, hein, souvent, on est parti dans métro, boulot, dodo, et puis on se dit, ça, je le ferai à la retraite, quoi. Et combien de C'est ça. personnes, j'en ai parlé avec David Murgiel sur ma chaîne où j'ai fait cette vidéo avec lui, santé, spiritualité, combien de personnes qui arrivent à la retraite, au bout de 6 mois, contractent une maladie et puis et partent très rapidement, quoi, et ne profitent pas de cette retraite, malheureusement. C'est clair. Bah, vous voyez, la moitié de ma bibliothèque, quoi, une petite partie, je me dis, j'allierai à la retraite. Ouais. Bon, en tout cas, d'ici là, ben, écoute, c'était un petit article, comme on les aime bien, sur Mimi. Alors bon, là, c'est vrai, c'est des articles, du coup, on traite plus qu'un sujet, hein, tous les 3 mois. Je sais, vous êtes très nombreux à nous dire que ça vous manque. Mais c'est le nouveau format de l'émission. Et puis, voilà, ce qui est rare est précieux. Oh, et puis on s'est quand même pas mal démené, hein, pour faire cette émission. Voilà. On a été sur Etretat. Voilà. On est sorti, Bah, on je a pense bravé le froid. C'est ça. Là, je pense que vous avez eu droit à encore 3 belles émissions. Donc, si vous n'avez pas vu les 2 précédentes, eh bien, elles sont sur la chaîne. Vous pouvez les voir en vous connectant sur Miasme TV. Et puis nous, eh bien, de toute manière, on va se retrouver dans 3 mois. Ah si, oui, il y avait quand même ce projet que je vous avais parlé à Noël, projet d'émission qui va arriver sur Miasme TV. J'avais parlé d'un éventuel crowdfunding qui s'ouvrirait au 29 février. On est à la bourre. C'est un gros projet et il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc là, ça devrait arriver d'ici le mois de mai maintenant. Sachant qu'on a été tourné à Paris avec la petite équipe un mini teaser de 5 minutes. Ça a été une expérience assez extraordinaire. Je vous en reparlerai. Donc voilà, d'ailleurs je vous en mettrai peut-être quelques extraits. Et donc le temps que tout ça se mette en place, c'est beaucoup de boulot. Donc ça va arriver, vous inquiétez pas, avec ce gros projet pour la rentrée prochaine. Voilà. Donc c'est pour ça on est quand même bien occupé avec Jérôme sur nos projets respectifs. Et on s'ennuie pas. Non, t'as raison, Donc, on ne s'ennuie pas. voilà. On s'ennuie pas. Et même si on savait le jour de notre mort, je suis pas sûr qu'on pourrait aller plus vite. On n'aurait pas le temps de le faire. De toute façon. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, ça nous a fait plaisir de vous revoir sur cette nouvelle saison 2024 de Mimi. La prochaine trilogie, ça sera au mois de juin, pour l'été. Voilà, on prépare 3 épisodes. Et puis, ben, on espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à faire un tour du côté d'Horus. T'as déjà une programmation de prévue là sur les 3 prochains mois? Sur les 3 prochains mois, oui, bah Mathieu Lavaux vient de sortir son bouquin sur la primosophie. Je l'ai eu cet après-midi au téléphone, il va me l'envoyer gentiment. Et puis on prévoit une petite émission ensemble pour parler de ce sujet qui est passionnant. J'ai notre ami Franck Ferrandis aussi qui va venir le mois prochain. On risque de faire une belle émission. Prévoyez 5 heures. Ah là, 5 heures d'émission avec Franck. On en a parlé en off. Ouais, on va essayer de condenser tout ça, mais ça va être une émission assez riche en informations de la part de Franck, qui est un érudit dans pas mal de domaines et j'aime bien parler avec lui. Ouais. Voilà. Et puis, Bon, je fais mon Horus Tour début mai, hein, donc je vous ramènerai peut-être quelques images pour le prochain Mimi. C'est ça. Et puis on te voit aussi, du coup, au festival du mois de mai. On en a parlé avec Christophe et Violette. Voilà. Tu seras sur l'estrade. Voilà. Ça va me faire bizarre, hein. Je n'ai pas l'habitude
de faire des conférences sur les estrades. C'est mieux d'être intervieweur, hein. C'est ça, exactement. Là, je passe de l'autre côté de la caméra, comme on dit. Ah si, puis un petit clin d'œil, tiens, à notre ami Damien aussi, de la séance de minuit, avec qui on a enregistré un petit entretien. Voilà, il a sorti cette émission là, il y a 2 semaines maintenant. Ah, il y a une petite émission sympathique qu'on a fait avec Damien, ouais, sur pas mal de sujets intéressants. Si vous ne l'avez pas vu, rendez-vous sur la chaîne de Damien. Voilà. GG, eh bien merci. Passe un très beau printemps. Et oui, ça va faire du bien, hein, parce que là, on n'habite pas loin. Antoine, on a pris cher là, depuis quelques mois. Les sols n'en peuvent plus, là. Ils débordent, là. Ils sont regorgés d'eau, ils ne peuvent plus absorber, là. Qu'ils ne nous fassent pas le coup des nappes phréatiques assèches cet été, parce que je ne comprendrai pas, là. Bon, et puis nous, les amis, on se retrouve donc cet été, au début de l'été, fin juin, pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, profitez de la vie. Et puis, bien, vous pouvez venir nous rencontrer sur les prochains festivals si vous voulez nous voir pour de vrai. Ah, ciao, ciao. Bisous, Jérôme. Salut Antoine. À ciao tout le monde. À bientôt.